Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que certains d'entre vous ont pu profiter des cerisiers au Japon. Bah oui, certains sont peut-être venus en vacances pendant les sakura. Pour ma part, c'est passé vite et avec le boulot et les occupations, j'ai pas eu trop le temps de gambader comme lors de mes vacances passées ici ou bien de mon année scolaire qui me laissait un peu plus de temps libre, je dois l'avouer, où j'avais aussi un peu plus de vacances. Je vous en avais parlé, il y a quand même pas mal de vacances quand on va à l'école au Japon. Enfin, quand on va faire une école de langue en tout cas. Mais bon, j'ai quand même pu profiter un peu et faire quelques balades. J'ai pu noter aussi des nouveaux coins où j'aimerais aller l'année prochaine pour voir les cerisiers qui sont près de Kyoto. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Et je m'excuse, comme vous avez pu le voir, je suis en retard. Bah oui, maintenant ça devient une petite habitude que je n'aime pas trop, mais je n'ai pas trop le choix. Car vous le savez, ma copine ne travaille pas, donc je suis rarement tout seul chez moi. J'ai rarement un moment donné où il faut que je trouve une heure où je peux enregistrer dans le calme. Donc là, même ma copine s'était gentiment, pour lui dire merci, mais oui, elle s'est mise donc dans la chambre pour s'isoler, pour que je puisse enregistrer pendant une heure. C'est pas cool pour elle, mais bon, voilà, c'est quand même très gentil de sa part. Mais voilà, cette semaine, on va pas parler de cerisier en fleurs, mais on va quand même rester un peu dans le sujet, vu qu'on va parler de touristes et des questions que les touristes me posent le plus souvent. Je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous qui se posent sûrement peut-être la même question, en tout cas pour ceux qui sont jamais venus au Japon, ou venus sans avoir vraiment eu ces réponses-là. Ça va être des réponses très basiques, mais c'est des questions souvent très basiques qui reviennent. Au passage, je prépare aussi un épisode FAQ ou FAQ pour les intimes qui sera bientôt disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer soit sur mon email, vous pouvez le trouver bien sûr mon site que vous verrez donc dans la description de l'épisode, soit par Instagram tout simplement. Pareil, si vous ne connaissez pas mon Instagram, vous pouvez le suivre. Je poste des photos tous les jours, c'est NGEE sur le Japon. Je vais poster des réels aussi un petit peu plus. Bref, il y a du contenu Japon dessus. Et vous pouvez m'envoyer un message privé dessus pour me poser votre question. S'il y a une question vraiment très basique, ça peut être une question sur le voyage, une question vous vous posez sur le Japon. Allez pas sur des sujets trop tenus parce que je suis pas sûr de pouvoir y répondre, bien sûr. Si vous me parlez de pourquoi le Japon est en retard sur la robotique avancée et la fission nucléaire, j'en aurais aucune idée. Mais des questions un petit peu bateau, ou des questions sur ma vie, sur la vie au Japon, ou sur la façon de s'expatrier, ou si vous avez des plans pour venir vous expatrier vous aussi, peut-être étudier le japonais, des conseils et autres. Si je peux partager mon expérience comme je le fais avec le podcast ou répondre à certaines questions, ou si vous voulez savoir mon deuxième prénom par exemple, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à toutes celles où je peux répondre. Et je voulais aussi remercier encore particulièrement les abonnés Patreon, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur le Patreon. Et donc je vais essayer, et j'essaye de poster même de plus en plus de contenu dessus. Pour ceux qui sont dessus, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de contenu photo, ou si vous voulez des bonnes adresses. Là je vais commencer, pour l'instant je mettais des photos, parce que je mets des photos sur Instagram. Mais j'essaye du coup de mettre un peu plus de photos, ou les photos que je mets pas sur Instagram, parce que là j'en ai beaucoup et puis je peux pas tout mettre. Ou il y en a que je considère qui sont moins jolis à mettre sur Instagram, parce que le format Instagram, c'est vraiment un format smartphone, on va dire. Le format paysage est moins adapté. Donc j'essaye de mettre un petit peu plus de photos sur le Patreon, puis les mettre en avance aussi, parce qu'il y a plein de photos que les abonnés Patreon ont vues, que j'ai pas encore mis sur Instagram, même qui sont même pas encore programmées. Ils ont ça depuis un mois. Donc voilà, merci, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'essaye de vous donner des petits bonus. Et je vais essayer de mettre aussi des bonnes adresses. Vous partagez régulièrement, alors j'ai pas encore de temporalité, mais voilà, des adresses de cafés, de restaurants où je vais, parce que je parle plus trop de cette rubrique-là sur le podcast, donc je vais essayer de donner ça aux abonnés Patreon, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et vraiment je vous remercie, ça me fait chaud au cœur, il y a plus de 20 personnes maintenant sur le Patreon, donc c'est très sympa pour vous de soutenir le podcast, et donc j'ai envie de vous faire ces petits bonus pour vous faire plaisir. Mais bref, vous le savez, on va revenir au focus, mais avant le focus de la semaine, on va parler du fameux 36-15, 36-15, quoi 36-15, ma vie. Pour commencer, du coup, de ce qui s'est passé, je vais parler par des trucs qui sont sympas et d'autres qui le sont moins, et je vais commencer par les trucs qui fâchent. Car oui, je suis français, donc j'adore râler, forcément. La première, c'est mon aventure avec le PS Store, car oui, ça faisait 8 mois que je l'attendais, mais j'ai enfin reçu un mail d'Amazon pour dire que je pouvais enfin acheter une PS5. J'étais en file d'attente pendant 8 mois. En France, je sais que depuis le début d'année, c'est beaucoup plus simple pour en avoir. Nous aussi, au Japon, je crois que c'est plus simple. Il y a du stock, mais il fallait se faire des cartes de crédit spéciales, Yodobashi, etc. pour l'avoir. Et franchement, j'avais pas envie de me refaire encore une autre carte. Il y a déjà assez de cartes et de moyens de paiement au Japon pour s'en rajouter une autre.
Donc du coup, j'ai attendu patiemment qu'un jour Amazon m'envoie un go, même si j'étais en train de me dire que ça n'allait jamais arriver, parce qu'honnêtement, vu qu'elles sont quand même un peu plus facilement disponibles et qu'Amazon, bah, c'était toujours une liste d'attente, je me suis dit, bon, tant pis, de toute façon, j'ai pas un temps de fou pour jouer, honnêtement. Mais voilà, là j'ai craqué parce que j'ai reçu un mail, et alors, soyons honnêtes, hein, comme je dis, j'ai pas le temps de jouer, mais j'ai quand même craqué. Après 8 mois d'attente, je me suis dit, allez, soyons fous. Mais bon, j'ai reçu ma PS5 et donc j'ai voulu m'abonner au PS Plus, vu que beaucoup de jeux que je voulais étaient dessus. Mais là encore, la mondialisation, bah, ça n'existe pas. Non, voilà, j'ai un compte français et on peut uniquement lier son compte français à une carte française. Et quand je dis français, c'est français. Mes cartes N26 ou Vivid, qui sont des néobanques allemandes, étaient refusées. Puis j'ai que ces cartes-là maintenant en euros, j'ai plus de cartes, genre la Banque Postale, Boursorama, le Crédit Lyonnais ou ce que vous voulez. Tout était. Alors je crois qu'on dit plus le Crédit Lyonnais, on dit LCL. Je suis vieux, désolé. Mais voilà, elles étaient toutes refusées parce qu'elles n'étaient pas françaises. Je sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Peut-être que c'était un truc pour moi spécial, mais en tout cas, toutes les néobanques qui sont allemandes, donc européennes, ça marche quand même. Bah ça ne marchait pas là, ils ne voulaient pas. Alors je veux voir personne gueuler sur l'Europe ou la mondialisation par ici, car franchement, on en est encore très loin du tout globalisé. Ayant été nomade, franchement, c'est très compliqué pour plein de choses. On n'est pas du tout dans la mondialisation comme certains le pensent, on en est encore très très loin. J'ai donc dû me faire un nouveau compte sur le store japonais, et forcément mon store est en full japonais, et je peux pas switch la langue. Bon, voilà, on se débrouille, mais le truc chiant c'est que certains jeux ne sont que en japonais, en audio, et les sous-titres aussi. Par exemple, le Spider-Man que j'ai eu, bah, j'ai voulu le télécharger, je l'ai installé, mais tout est en japonais, l'audio, le texte, et je ne peux pas télécharger les autres langues, alors qu'il existe dans les autres langues, et on se demande pourquoi. Voilà. Alors heureusement, c'est pas le cas de tous, mais pour certains jeux, bah, j'ai pas le choix. Je peux pas avoir le français par exemple. Bon, la plupart du temps, il y a quand même l'anglais, mais le français dans la langue, c'est pas toujours, ou alors ça va être que dans les sous-titres. Et encore, pas tout le temps. Bref, je crois que mon histoire avec les moyens de paiement et les banques, c'est loin d'être fini au Japon, même si là, c'est pas quelque chose de 100% japonais, mais c'est vrai qu'on se dit, pourquoi faire compliqué, quoi. Je veux dire, le store existe en français, c'est-à-dire que ma PS5, quand je me balade dans les menus, il est en français, mais quand je vais sur le store, ça passe tout en full japonais. Les jeux auxquels je joue, ils existent en français, mais je peux pas les avoir parce que je les achetais sur le store japonais. Enfin, c'est totalement idiot. Encore une fois, la mondialisation, on en est très loin. Mais bon, si on veut positiver, j'ai quand même une PS5 et j'ai pu jouer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, quelques heures à Horizon Zero, je sais pas quoi, voilà, je connais pas le nom, mais j'ai joué 1 ou 2 heures. J'ai pu aussi pas mal jouer à Little Big Planet, qui ne s'appelle plus Little Big Planet, mais qui s'appelle Sackboy Adventure, je ne sais pas quoi, avec ma copine, et on se marre bien dessus, on s'amuse bien tous les deux en coop. Donc voilà, quand même bon choix, je suis content d'avoir eu cette PS5. Dans le plus relou, mais qui finalement s'est bien passé, quand j'ai commencé à écrire ce podcast, j'étais un peu en genre... Puis là, maintenant, ça va un peu mieux. C'est Kyotographie. Kyotographie, c'est un festival de photos sur Kyoto, très connu, et qui dure un mois. Et à côté de chez moi, je vous l'ai déjà dit, il y a un champ. J'habite en plein centre de Kyoto, mais j'ai un petit champ. Et du coup, le festival s'est dit, ah bah tiens, pourquoi pas faire un truc ici. Donc ils ont investi, puis ils ont fait des gros travaux, voilà, ils ont tout terrassé, etc. Même au début, je pensais qu'ils faisaient un building, mais finalement non. C'est juste, ils ont fait tout terrasser le champ pour le festival. Et donc, bon, bah, c'était un peu relou, mais ça allait niveau bruit. Sauf que le festival a commencé, et puis un artiste, alors je mets entre guillemets, qui expose, parce qu'il a fait quoi? Il a juste cassé de la porcelaine en mode random, et franchement, j'ai pu le voir, c'est vraiment random, il n'y a pas de travail d'artiste, se dire tiens, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Ils ont vraiment juste pété de la porcelaine à droite à gauche, et ils ont mis ça n'importe comment. Et donc, bon. Alors je sais que voilà, l'art, c'est subjectif, etc. Mais honnêtement, n'importe qui aurait pu le faire, même un gamin de 2 ans aurait pu faire ça. Et ce mec-là est payé, et ce mec-là est connu. Bon, why not? Alors c'est un mec et une fille, je crois, ils sont deux, pourquoi pas. Mais bon, après tant mieux, si des gens donnent des milliers d'euros pour ce type-là, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Bon, moi j'avoue, c'est pas mon kiff. Mais à la limite, il fait ce qu'il veut. Mais son installation que je trouve plutôt minable, il a rajouté en plus un son de bris de porcelaine en boucle. Et donc un bruit en boucle qui fait comme des travaux, quoi, de 12h jusqu'à 20h. Et bien sûr, c'est en outdoor, et donc le son, je l'entends bien, très très bien, parce qu'il ne s'est pas du tout insonorisé, c'est ouvert, donc c'est un son voilà, qui était hyper fort en plus, donc vraiment je l'entendais, je pensais qu'il y avait des travaux même encore, et je dis bah tiens c'est bizarre, ils ont pas fini, et non, et puis c'était plus fort que les travaux, même le bruit, le mec a mis ça à fond. Alors je pourrais râler sur le gaijin malpoli qui pense pas aux voisins, mais bon, a priori c'est un festival japonais, et c'est surtout le festival qui en a rien à foutre du voisinage au final. Alors je trouve ça particulièrement impoli finalement, parce que pendant un mois, du bruit comme ça, pendant la période des... Déjà qu'il y a eu la période des travaux pendant un mois, plus en plus ce bruit en boucle qui est vraiment très très fort. Ouais, c'était pas mon truc. Et j'ai commencé à me dire que j'étais pas le seul voisin que ça allait saouler.
Et effectivement, à mon avis, je pense que j'ai pas été le seul voisin, parce que ils ont baissé au bout de 2-3 jours, je pense, même au bout de 2 jours, je crois. Ça a commencé le week-end, ils ont commencé un vendredi, et jusqu'à dimanche, et puis le lundi, le son a baissé. Je pense que des voisins se sont plaints parce que c'était vraiment insupportable, hein. C'était un bruit de porcelaine pété en boucle avec un moine qui fait comme ça et en boucle. Et en plus, honnêtement, je comprends pas, hein. Je comprends pas l'intérêt de ce genre de truc parce que c'est vraiment moche. Il y a aucun travail. Le mec derrière a vraiment cassé, et la femme, parce qu'ils étaient deux, donc deux gaijins, ils ont cassé des trucs randomly. Je les ai vus, hein, je suis là, hein, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Et voilà, dire que c'est de l'art, bon, ok, pourquoi pas, mais bon, je sais qu'on pourrait avoir de longs débats là-dessus, mais alors personnellement, moi, je ne comprends pas. Mais en plus, ce que j'ai pas compris, c'est comment on pouvait ne pas penser aux voisins en faisant ça. Parce qu'en mettant un son fort pendant 8 heures en boucle, c'est sûr que ça va faire chier les gens. On va dire ça, on fait ça dans un truc insonorisé, pas un truc dehors. Mais bref, voilà, les gens sont souvent un petit peu dans leur bulle et ne pensent pas aux autres. C'est dommage. Mais bon, du coup, je ne tuerai personne, je ne serai pas plus agressif dans mon podcast parce que finalement d'autres voisins ont dû gueuler et ils l'ont fait pour moi. Et donc merci Juichi voisin, tu m'as un peu sauvé la vie parce que sinon j'aurais peut-être fini en prison au bout d'un mois à entendre ce bruit en boucle de porcelaine pétée qui était insupportable. Mais pour faire dans le positif, parce qu'il y a du positif quand même, je suis quand même content d'être ici, hein, même majoritairement, j'ai fait un peu aussi dans l'inaka japonaise. Alors l'inaka c'est quoi? C'est la campagne. Car oui, à Kyoto, on peut vite arriver en pleine campagne. Il y a des champs dans Kyoto, comme je vous l'ai dit, à côté de chez moi, hein. Moi, c'est un tout petit champ, mais il y en a des grands, hein, même en pleine ville. Et là, je suis allé à 20 minutes environ, donc on va dire que c'est plus la banlieue finalement, à 20 minutes en train, avec mon binôme. On s'est fait une journée forêt de bambou à la base. Donc là, c'était un autre endroit, forêt de bambou, très calme, pas du tout celle d'Arashiyama, c'est mon petit spot à moi, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, et c'est franchement hyper chouette, mais elle est un petit peu loin, donc c'est pour ça que je la conseille pas à des gens qui viennent ici en vacances pour 2-3 jours, parce qu'il n'y a que ça à faire, donc ça vous fait un... Faut vraiment aimer les bambous, quoi. C'est vraiment, si votre rêve, c'est de voir des bambous et de vous balader dans une forêt de bambous, bah oui, ok, celle-là, elle est plus sympa qu'Arashiyama, sinon, bon, faut avoir le temps pour y aller, mais moi, en balade du dimanche, je la trouve vraiment très sympa. Mais voilà, pas de touristes, hein, croisé personne. Alors que bon, encore une fois, Arashiyama, hein, c'est blindé, ça va être vraiment l'opposé. Mais voilà, on était dans cette petite forêt de bambou, on s'est baladé pendant la matinée, puis après je l'ai amené dans la campagne perdue, se balader dans des petits villages à pied. C'était à l'opposé de cette forêt de bambou, donc on a dû prendre un autre train pour y retourner. Mais c'était bien sympathique comme balade, même si pas de wow effect, rien d'extraordinaire à voir. Mais on a pu croiser des centaines de Megumi, oui, des centaines de Megumi apprêtés. Mais alors, je pense que pour un fan de Megumi, là, il aurait été aux anges parce qu'elle venait faire signer des autographes auprès d'un acteur boys band, je pense, dans un stade de Kyoto. C'était franchement l'excitation power 20 000, avec la petite anecdote des toilettes du stade que j'ai à vous conter. Bah oui, parce que qui dit des centaines de milliers de Megumi qui sont excités mais qui veulent faire pipi, il y a file d'attente forcément d'une heure devant les toilettes femmes. Puis nous, on a voulu aller faire pipi parce que c'était en mode accès libre, hein. Mais alors, on n'est pas allé voir Juichi qui signait les autographes, on s'en foutait, mais on est passé à côté du stade et puis le stade était ouvert, donc on pouvait aller aux toilettes. Pas l'intérieur, mais l'extérieur, bien sûr. Et donc, on s'est dit, ah mince, il y a plein de gens, mais finalement, c'était que des Megumi qui avaient des vessies pleines, et les toilettes des hommes étaient totalement vides. Donc, du coup, on a pu passer directement. Je pense que certaines Megumi ont voulu nous tuer à ce moment-là. Il y a des fortes chances, parce qu'à mon avis, elles avaient la vessie pleine, et elles nous ont vus, ça faisait 2 heures qu'elles attendaient, puis nous, on est arrivés, bah oui, mais désolé Megumi, mais dans les toilettes des hommes, il n'y avait personne. On a pu aussi voir l'exploitation de bambou ce week-end-là, mais je vous ferai peut-être un podcast pour vous narrer cette balade, si ça vous tente, une autre fois. Il y aura bien sûr bientôt quelques photos aussi sur le Patreon qui devraient arriver, là je les ai traitées aujourd'hui, donc justement ça devrait arriver en même temps que ce podcast quasiment pour les abonnés. Et peut-être que ça vous plaira, ça vous donnera envie d'aller voir cette forêt de bambou qui est un petit peu perdue encore une fois, mais qui est franchement très sympa, moi j'adore me promener là-bas. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de faire une sortie de 24 km à pied avec mon ancien binôme kyotoïde qui était là en vacances, comme on faisait avant finalement quand on était tous les deux étudiants, à se balader dans les coins un peu perdus, à discuter de tout, de rien, refaire le monde et s'émerveiller de certaines conneries japonaises ou de trucs très basiques. Et pour finir sur le 36-15 ma vie, je suis en train un peu de planifier mes vacances au Japon, hein. Je vais faire des vacances au Japon parce que vous le savez peut-être pas, mais je ne suis pas parti en vacances depuis voire très très longtemps. Une fois rentré du Japon en fait pendant le Covid, je n'ai plus vraiment de vacances. Bien sûr, j'ai eu quelques jours de repos, mais allez, on va prendre l'avion et puis on va là-bas, on se prévoit un truc, on se fait une balade, on visite des trucs. Ça fait plus de 3 ans que j'ai pas eu ça finalement. Alors, j'ai été digital nomade, hein, j'ai découvert des pays, etc. Mais c'est pas non plus des vacances. J'étais en mode week-end, genre week-end parce que je travaillais la semaine et le week-end, j'allais voir ce qu'il y avait aux alentours. Mais au Canada, parce que je travaille avec le Canada, on a très peu de vacances, encore moins qu'au Japon même j'ai l'impression. En tant que freelance, j'avais le droit juste aux jours fériés canadiens qui sont au nombre de 7-8 je crois, enfin pour les Québécois.
Mais depuis la fin d'année dernière, j'ai le droit à 10 jours de vacances en plus parce que voilà, je suis plus ou moins salarié. Enfin, j'avais négocié ça en fait avec la. Parce qu'au début, j'étais que freelance, je suis toujours freelance, mais j'ai négocié d'avoir 10 jours de vacances comme les autres Canadiens. Donc je vais pouvoir me faire quelques congés cette année. Bon, on est loin des congés français, hein. Je vais pas avoir 25 jours, plus X jours de jours fériés, blablabla, plus les RTT. Mais bon, je vais pas cracher dessus, hein, ça me fait 10 jours de plus. Ça va me permettre d'aller quand même quelque part. Alors je compte pas de revenir en France, ou je ne sais quoi, hein. Je n'ai pas du tout le mal du pays, mais j'aimerais surtout un peu gambader hors du Kansai, puis sortir un petit peu de ces coins que je connais très très bien à force, et d'aller découvrir d'autres nouveaux coins, voire de retourner dans des endroits que j'aime bien. Bon, avec 10 jours de vacances, je vais pas partir 2 semaines non plus, d'affilée en tout cas, mais je suis en train de voir ce que je pourrais faire et pour l'instant, je planifie de me faire un gros week-end de 4 jours à Kanazawa parce que ma copine veut aller là-bas. Moi, j'étais déjà allé il y a longtemps, c'est en 2017, mais pourquoi pas y retourner puisque de Kyoto, c'est pas trop loin, puis les prix sont pas trop chers comparé au reste, car là, le prix des hôtels, à cause de vous, hein, bande de saligots, qui venaient au Japon en masse, a quadruplé un peu partout, donc là, partir en vacances, c'est vraiment pas rentable au Japon, en tout cas, même pour quelqu'un qui vit sur place. Sauf si vous allez dans un coin vraiment paumé, mais si vous voulez aller dans un coin, un chouïa, je dis bien un chouïa touristique, c'est super cher, hein. Alors je vais voir si on peut pas se faire ça en mai, après la Golden Week. Donc la Golden Week, c'est la semaine de vacances des Japonais, où là aussi, il faut éviter de partir parce que tous les prix vont exploser, parce que tous les Japonais sont en vacances, et tous les Japonais partent en vacances à ce moment-là. J'aimerais cet été aussi me faire un petit tour à Sapporo, genre une semaine sur place. Les billets d'avion, là j'ai vu aller-retour finalement, bah, ça revient au même prix que d'aller au train, enfin prendre le train pour Kanazawa, en prenant voilà un low cost. Puis l'été à Sapporo, bah, je trouverais peut-être un peu de fraîcheur que je n'ai pas à Kyoto et je pense que je serais content d'aller là-bas. Et je me ferais aussi bien, j'avoue, j'ai très envie de celle-là, de faire une bonne semaine sur Tokyo parce que j'adore cette ville et je suis pas retourné finalement depuis plus de 3 ans maintenant. À chaque fois que je vois des reportages à la télé sur les quartiers de Tokyo, je suis là, ah, je veux trop y retourner. Et donc à ma copine qui comprend pas trop pourquoi d'ailleurs, hein, elle a habité à Tokyo. Elle n'est pas forcément une fan des grandes villes, mais moi ça me manque vraiment à chaque fois que je vois, et même quand je dis une semaine, ça me paraît pas beaucoup, parce qu'il y a tellement de trucs à faire sur Tokyo qu'une semaine, déjà juste retourner dans les coins que j'aime bien, ça va me laisser peu de temps pour découvrir. Et quand j'ai dit ça donc à Megumi qui m'a dit mais pourquoi une semaine, c'est trop long, je fais mais non, une semaine c'est pas assez. Moi j'aimerais partir beaucoup plus qu'une semaine. Mais bon, pour elle une semaine sur Tokyo c'est genre totalement idiot quoi. Mais ça, elle va devoir y passer parce que moi, Tokyo, j'adore. Bon, il y a plein d'autres endroits aussi où je voudrais aller, hein, mais il faut faire un choix. Matsue, Totori, retourner à Fukuoka, parce que ça fait très longtemps aussi que je suis pas allé à Fukuoka, depuis 2017. Découvrir Nagasaki, où je suis jamais allé, ou Shizuoka, où je suis toujours passé voilà, en train, mais je me suis jamais arrêté. Le nord de Tokyo, je suis jamais allé dans le nord de Kyoto. Bref, il y a énormément de trucs que je voudrais faire, mais malheureusement, j'ai pas les vacances à la française, et ça c'est bien dommage, parce que sinon, j'en profiterai. Ouais, je pense que je me ferai des belles vacances. C'est pour ça que quand vous critiquez la France aussi, il faut toujours remettre dans le contexte que la France a quand même plein d'avantages. Il y a des inconvénients aussi, hein, mais il faut juste pas penser juste noir et blanc. Il y a un mix de gris, c'est pour ça que je dis toujours non plus que le Japon c'est pas parfait et que la France c'est un beau pays, il y a plein de belles choses, plein de trucs qui sont cool, les soins, etc. On est tout le temps dans la rue en train de râler, en train de faire des pas contents, pas contents. Et effectivement, c'est bien, c'est aussi à cause de ça, grâce à ça, enfin à cause ou grâce qu'on a eu nos avantages. Mais voilà, il y a quand même plein de belles choses en France et il faut pas non plus tout le temps cracher dans la soupe. Et tiens, je vais faire un dernier coup de gueule aussi justement contre un magazine sur le Japon. Il s'appelle Tempura. Je connais pas très bien le magazine, hein, je dois l'avouer. Mais de ce que j'ai pu lire à chaque fois, j'ai souvent été un peu énervé en lisant les articles. Il y a souvent des articles que je trouve très trompeurs sur le Japon. En fait, j'ai l'impression, mais c'est quelque chose de personnel, hein, de voir un Européen écrire sur le Japon avec sa vision d'Européen. Donc des articles du genre la montée des gays au Japon, comme si le Japon était, tout le monde était gay, quoi. Un peu comme Netflix qui va vous expliquer que la moitié de la population est transgenre. Bon, ouais, encore une fois, hein, moi j'ai rien contre les transgenres, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est cool, mais on est en train de t'expliquer que dans tous tes amis, il y a au moins 2 transgenres dans ta famille, quoi. T'es là, bah non, pas tant que ça, voilà, j'en connais un, moi personnellement, puis c'est tout, vraiment personnel. Bon, bah peut-être que c'est moi qui suis pas normal, mais bah, j'en vois pas partout, quoi. Et bah ces genres de voilà, de médias essayent de vous faire passer des messages en vous disant moi j'aime pas quand on vous force à penser quelque chose en vous disant c'est comme si, c'est comme ça parce que bah, c'est pas le cas. Voilà. Encore une fois, moi, je faut tout pour faire un monde et je suis content que même si demain tout le monde est transgenre, bah, tant mieux, c'est bien. Mais j'aime pas quand on nous ment, quand on essaye de nous faire passer des trucs en force. Netflix est très bon pour ça. Et Tempura bah, le fait aussi. Ils essayent de vous faire croire que les Japonais sont de plus en plus gays et le montrent, ce qui est pas vraiment vrai. Enfin, en tout cas, moi, en vivant au Japon, je vois pas plein de gays dans la rue, je vois pas des gens qui le montrent, je vois pas des rainbows et puis des trucs comme ça. Non, peut-être qu'effectivement, ça augmente, on évolue là-dessus, et puis tant mieux, voilà, c'est bien. Mais de là à dire que voilà, toute la jeunesse est en train de devenir gay, c'est totalement faux. Et puis quand on lit les articles, c'est un peu ça. Mais bon, ça, à la limite, voilà.
C'était pas mon problème. J'ai lu des trucs comme ça, je me dis, ouais, ils écrivent du bullshit, c'est n'importe quoi, c'est vraiment ce que j'aime pas, quoi. C'est des gens qui ont une vision de la vie et qui veulent vous faire croire que toute la vie c'est comme ça. Alors que non, c'est pas ça. Malheureusement, tant pis pour toi, mais c'est pas comme ça. Mais là, j'ai lu un article sur le fait que les problèmes des femmes japonaises en couple avec des gaijins, qui partent avec les enfants, vous avez sûrement entendu parler de ça, hein, des problèmes de parents qui voient jamais, les pères qui vont jamais voir leurs enfants parce que la femme japonaise est partie et puis ils ont plus aucun droit, etc. On en a entendu parler plein de fois, maintes et maintes fois. Et là, Tempura nous explique que c'est principalement parce que le mari étranger est violent. Bah oui, le fameux femme victime battue. Alors attention, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bien sûr, il y a des gays au Japon, bien sûr, il y a des trans, bien sûr, il y a sûrement des femmes japonaises qui sont battues par leur mari étranger. Hein. Ça doit sûrement arriver, c'est sûrement le cas. Mais de là à justifier une pratique connue, voilà, qui est vraiment connue, en disant oui, mais c'est parce que... Mais non, mais je trouve ça un peu honteux. Moi, j'ai des dizaines de cas de gars qui sont en souffrance, qui ont vécu un enfer, vraiment un enfer, et je les ai rencontrés, ces gens-là. Ils sont mal, c'est difficile, à cause de japonaises. Je pense qu'ils seraient vraiment ravis de lire cet article, où on leur explique que finalement, c'est de leur faute, parce que ce sont des garçons, et puis que les femmes sont des victimes, et que l'homme blanc est un méchant. Et ce magazine est un peu coutumé du fait. Et de ce que j'ai pu lire en tout cas, je vous dis, encore une fois je mets des guillemets parce que je connais pas par cœur le magazine, je connais pas très bien, mais les quelques fois où j'ai vu les magazines, je l'ai lu quand j'étais à Paris dans les trucs, j'ai lu quelques articles et j'étais là en train de me dire ouais, non, enfin voilà, c'est le genre de truc que j'aime pas quoi, ça me fait penser à Netflix quoi. Il y a sûrement des bons articles, hein. Et effectivement, c'est bien aussi de mettre en valeur des minorités, de parler des gays au Japon, parce que c'est clair qu'on va pas en parler dans d'autres magazines. C'est très bien de parler des gays au Japon, c'est très bien de parler, justement, de dire qu'il y a aussi des femmes qui ont dû avoir des problèmes, des femmes japonaises, parce que leur mari était violent. Bien sûr, il faut en parler, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est très bien. Mais de là à dire, c'est parce que, et genre de retourner le truc, ça, moi, c'est le genre de truc qui m'insupporte, c'est même aussi un peu pour ça que je suis parti de France, parce que je trouvais que les gens faisaient ça de plus en plus, et voilà pourquoi je voulais passer un petit coup de gueule sur ce truc-là. Normalement, je fais pas trop des coups de gueule comme ça, mais j'aime pas quand on déforme la réalité pour faire passer des opinions personnelles. Et je peux vous dire que quand j'ai vu les discussions en plus ensuite, en disant, suite à ce texte, en disant ah voilà, genre oui c'est normal. C'était des gens suite à cet article qui disaient que oui, c'était sûr, parce que les maris étaient violents, parce que l'homme blanc est violent, etc. Et quand je pense à un gars que j'ai rencontré qui était détruit, vraiment sa vie elle était détruite, j'ai vu ce gars, j'avais tellement de peine pour cet homme-là, qui était au bout de sa vie car sa femme menaçait de taper sa fille, sa femme japonaise menaçait de taper sa fille depuis plus de 13 ans, qu'elle avait donc elle aussi enlevé plus ou moins, c'est-à-dire qu'il avait toujours contact avec elle, mais elle lui faisait cracher de la monnaie, et que s'il crachait pas sa thune tous les mois, puis elle achetait des trucs de luxe tout le temps, elle menaçait vraiment de taper la fille de 13 ans et de lui faire vivre un enfer. Et j'ai vu cet homme qui était détruit, vraiment qui était détruit, et qui était vraiment au bout du rouleau, parce qu'il était en train d'accepter d'abandonner sa fille, car nerveusement il pouvait plus, il était fini, c'était un homme fini, il ne pouvait plus, et ça lui faisait mal au cœur de devoir se dire je vais abandonner ma fille à cette femme qui va lui faire vivre un enfer, et il sait qu'il pourra plus jamais la voir, qu'il sera forcément le méchant en plus, ça va lui faire toute une histoire par rapport à ça, parce que la fille est petite. Et quand je vois, et je pense tous les témoignages que j'ai eu de vrais gens, ils doivent être tellement contents, et ça doit leur faire tellement plaisir de lire de telles bêtises, et de voir des gens commenter derrière pour dire « Ah bah oui, hein, et c'est un homme, hein, il frappe sa femme ». Et c'est tellement idiot. C'est aussi idiot que de faire d'autres raccourcis dans d'autres genres, que de faire des raccourcis inverses. Et c'est comme si on était en train de dire que toutes les femmes japonaises étaient des mégères et qu'elles partaient avec des enfants. Bah non, bien sûr que non, c'est pas le cas. Mais de là à partir sur des raccourcis comme ça, puis c'est le genre de magazine que j'aime pas. Donc bref, me parlez pas du magazine Tempura, parce que je pense que c'est vraiment pas un bon magazine. L'idée était là de parler d'un autre Japon. J'aime bien l'idée de se dire, tiens, on va parler d'autres choses, de minorités, etc. C'est bien de le mettre en avant, mais pas faire que ça aussi. Parce que trop vouloir aller dans la minorité, c'est un peu de tape à l'œil, c'est pourquoi ne pas parler de tout, voilà, tout simplement. Mais malheureusement, pour moi, c'est plus un magazine lobbyiste qu'autre chose, tout simplement. Mais encore une fois, hein, ne me faisez pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Oui, les femmes doivent être égales aux hommes, bien entendu. Bien sûr que c'est pas normal quand c'est pas le cas. Je suis le premier qui va dire ça. Oui, les gens veulent être gays, trans ou se marier avec leurs frères et leurs sœurs. Moi, personnellement, je m'en fous. Si demain, il y a un frère et une sœur qui veulent se marier ensemble, et je suis très content pour eux s'ils sont amoureux. Si un jour un père et une fille, si un mère et une fils, ou je ne sais pas quoi, ou même un père et un fils veulent se marier et veulent être heureux tous les deux et qui sont tous les deux consentants, mais tant mieux pour eux, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais arrêtons de faire du lobbyisme à l'extrême et surtout de dire n'importe quoi et de vendre n'importe quoi. En tout cas, le magazine a sûrement du bon contenu, parfois, mais les quelques articles moi, que j'ai pu lire m'ont vraiment pas plu.
Mais bon, encore une fois, c'est juste my two cents. J'aimerais qu'on ait juste un peu de considération pour les victimes qui sont pas forcément tout le temps les femmes. Essayons de ne pas faire d'amalgame. Et oui, il doit y avoir certaines femmes battues, encore une fois, dans le lot aussi, mais plutôt de jouer à qui sera la meilleure victime et de voir en noir et blanc. Essayons encore une fois de penser un petit peu gris. Mais voilà, j'ai fini mon 36-15 et mon coup de gueule pour ce coup-ci. J'essaierai de pas trop en faire. Mais là, j'avoue, ça m'a mis hors de moi quand j'ai vu l'article et quand j'ai vu les gens surtout réagir en train de dire ah ben oui, forcément, et ça c'était sûr, hein, on s'en doutait. Mais c'est ouf, ça me rend ouf. Je pense à tous ces gens, moi, tous les gens que j'ai vus en souffrance. Je me dis, mais est-ce qu'on peut avoir un peu de considération pour ces gens-là? Est-ce qu'on peut essayer de se remettre en question? Puis c'est pas nous, on n'est pas là, on n'est pas dans le truc. Pourquoi aller forcément aller taper avec un truc puis dire bah oui, c'est sûr, c'est comme ça? Ben non. Comme je vous le dis, oui, c'est sûr qu'il y a aussi des Megumi qui ont dû être violentés par des gaijins violents et qui se sont enfuis, bien sûr. C'est bien sûr que ça a dû arriver. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas que ça, je veux dire. Faut pas juste voir noir ou blanc. Mais bon. Donc voilà, on finit avec le 36-15 ma vie. On va faire maintenant sur les sujets des questions des touristes, qui, vous vous en doutez, sont des questions souvent très basiques pour moi, que je me suis posé il y a plus de 8 ans maintenant finalement, mais qu'on se pose tous au final. Mais elles n'ont pas beaucoup évolué. C'est ça que je me suis dit en fait, en rencontrant des touristes, je me suis dit bon, finalement les questions sont quand même toujours un peu les mêmes. Car oui, vous pouvez remettre le contexte aussi, vous le savez, si vous suivez le podcast, je ne suis pas guide actuellement. Certains m'ont demandé si je pouvais leur guider, mais ce n'est pas mon travail. Je ne fais pas ça, puis il faudrait que je fasse ça pendant le week-end, donc j'aurais pas de vie, donc voilà, je pourrais même pas vous enregistrer ce podcast. Mais voilà, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, et je vous remercie, parce que ça me fait plaisir, j'adorerais faire ça, mais malheureusement, avec mon travail, voilà, c'est compliqué de faire les deux, ou alors je vais arrêter de dormir. Peut-être qu'un jour, je switcherai, puis j'arrêterai mon travail, et puis je passerai guide. J'y pense, c'est quelque chose vraiment sérieusement auquel j'y pense, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. C'est pas pour dans 2 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, 9 mois, j'en sais rien. Voilà, je veux être bien installé, j'aime bien mon travail, et peut-être que j'aurai un changement de vie à un moment donné, parce que j'aimerais un peu plus de liberté, puis j'aimerais faire quelque chose de moins bureau. Voilà. Donc peut-être qu'un jour je le ferai, puis je pense que c'est quelque chose qui me plaît, et je pense que je serai pas mauvais là-dedans, je pense. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Mais cependant, j'ai une mission freelance avec une agence de tourisme française pour discuter avec des touristes. Voilà, je vais discuter avec des touristes pendant 1 heure. Je les rencontre dans un café de la ville et je réponds à leurs questions. Je leur parle de mon Japon, je les aide aussi parfois dans leur planning de visite, je leur donne des conseils, des restaurants, des cafés où aller, ou alors je leur dis attention, il vaut mieux y aller à telle heure, il vaut mieux faire ça avec ça en même temps, vous allez optimiser votre travail. Et puis il y a des questions sur la vie de tous les jours. Et je dois avouer que c'est souvent finalement les mêmes qui reviennent. Alors, ce sont des questions qu'on se pose forcément en visitant le Japon, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous de les partager avec vous, et puis je pense qu'on va le faire en plusieurs parties, parce que sinon ça va être un peu long et redondant. Puis surtout que là j'ai déjà fait, je pense, 27 minutes sur le 36-15 ma vie, même si maintenant vous savez que le podcast ça fait aussi partie du lot. Mais donc on va parler du premier, le sujet numéro 1, voilà, des conversations. Celui qui revient tout le temps, le premier c'est les poubelles, bah oui, car si vous n'êtes jamais venu au Japon, vous serez surpris du fait qu'il n'y a pas de poubelle dans les rues. Il n'y a pas de poubelle où jeter votre papier, de votre nigiri ou le gobelet en plastique de votre café. Et c'est vrai que c'est méga chiant. Voilà, il faut l'avouer, c'est super relou. Après, c'est comme tout, on s'y fait, puis on y pense. Voilà, quand on mange un truc dans un matsuri, on reste près du vendeur pour lui refiler les déchets. On se barre pas avec en se baladant parce qu'on sait très bien qu'après, on va se retrouver avec sa barquette en sauce dans la main et qu'on va pas savoir quoi en faire. Souvent on me demande mais comment ils font les Japonais? Bah oui, le Japonais il jette pas sa barquette par terre dans un coin, il le garde, il se débrouille, ou alors comme je vous l'ai dit, il est pas con, il va pas se barrer quand il mange, il va manger sur place et la redonner au matsuri, au petit vendeur pour qu'il puisse la récupérer. La rumeur veut que les poubelles ont été enlevées après les attentats dans le métro dans les années 90 à Tokyo. Je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais en tout cas l'histoire me paraît assez logique pour être vraie. Et donc du coup, il n'y a plus aucune poubelle au Japon, à part dans certains endroits, vous allez avoir les poubelles pour les distributeurs de boissons, et s'il vous plaît, ne jetez pas vos trucs de combini dans les distributeurs de boissons. C'est des choses pour, enfin voilà, c'est des canettes, c'est fait pour être après recyclé. Donc si vous êtes à Paris en train de faire oui, recyclage important, tu laisses couler ton eau, machin et tout, n'allez pas après derrière parce que c'est emmerdant pour vous, jeter vos déchets dans un truc, dans une poubelle qui est là juste pour les bouteilles. Voilà, ne faites pas ça. Il y a une petite technique, vous pouvez aller en loose day au combini et le jeter dans la poubelle du combini. Bon, ça, c'est pas non plus trop super cool, mais voilà, je peux comprendre que c'est chiant de se balader avec ces déchets. Ou alors prévoyez un bon petit sac bien hermétique où vous pouvez mettre ça dans votre sac à dos pour pas en avoir de la sauce partout. Ou alors faites attention quand vous mangez, vous savez que vous allez devoir vous trimballer et c'est chiant. Ça, je peux le comprendre. A contrario, je raconte souvent aux touristes que pour moi, quand je suis retourné vivre en Écosse, par exemple, c'était compliqué.
de me remettre dans le bain. Je m'obligeais par exemple à pas prendre un café emporté en balade, en me disant ah non mais je vais devoir me taper le gobelet pendant tout le trajet, c'est relou. Et puis après je me disais ah non en fait c'est vrai qu'ici il y a des poubelles partout. Et j'ai eu beaucoup de mal, hein, ça m'a pris du temps avant de me remettre dans le trip que bah, voilà, je pouvais prendre et que je pouvais jeter. Alors qu'ici, bah, tout de suite, dès que je vais prendre un truc, je sais que je vais devoir me le trimballer jusqu'à temps que je vais rentrer chez moi. Mais c'est comme tout, on s'y fait. C'est chiant, mais je me roule pas par terre pour ça, hein. Mais je me souviens qu'en tant que touriste, hein, j'avais eu quelques mauvaises expériences de plats en sauce qui avaient été très compliqués, où j'avais acheté justement dans un matsuri un truc où il m'avait fait couler le truc de partout, j'en avais partout sur les mains et autres, et autres. Donc après, je voulais jeter ça. Donc j'avais mis dans un sac plastique, mais qui était trempé, qui était vraiment tout saucé et tout, etc. Je ne savais pas quoi en faire, je pouvais pas le mettre dans mon sac à dos. Et du coup, j'étais là, j'ai dit, bah, il faut que je le jette quelque part. Mais je savais pas où, et franchement j'avais bien galéré, hein. C'était un peu un moment de stress où pendant 1 heure j'avais couru partout pour essayer de pouvoir jeter ma poubelle, je ne savais vraiment pas quoi en faire. Alors autre sujet qu'on va me dire souvent, c'est on trouve que les Japonais sont très silencieux dans les trains, etc. Et on me demande si c'est le cas tout le temps. Bah alors oui, le japonais est silencieux, hein, en général, hein. Le japonais est surtout respectueux. Il ne fait pas de vagues. Du coup, il hurle rarement, il parle rarement fort. Vous le savez, quand on demande aux japonais bah, qu'est-ce qu'il aime pas chez les étrangers qui viennent en vacances, hein, ça c'est un truc que j'ai pu voir à la télé de temps en temps dans les sondages, bah, on retrouve souvent dans le classement ah bah les étrangers ils parlent très fort, ils sont bruyants. Ah, je pense que ma copine me sort aussi des urusai assez souvent, alors que pourtant je suis pas le plus lourd et je fais quand même assez attention avec ça. Mais effectivement, vu que ce sont des gens qui sont quand même très calmes, très respectueux, bah c'est effectivement, il n'y a pas beaucoup de sons dans les trains, c'est très calme, etc. Après, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas un groupe de jeunes ou de garçons, de filles, des woo-girls rigoler, faire comme des petites chippies, ou des mecs parler fort avec leur ok, parce que on va faire les cacous, on va avoir l'air cool. Oui, bon, ça, c'est sûr qu'il y en aura. Mais comparé à chez nous, c'est vraiment un autre monde qui surprend toujours les touristes et qui veulent savoir pourquoi. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Bah principalement, c'est toujours ce côté on ne doit pas faire de vagues avec le groupe. Enfin, c'est le groupe qui est là, on ne doit pas sortir du lot, donc on ne fait pas de vagues, donc bah, on est respectueux, on ne fait pas de bruit. C'est aussi pour ça qu'on voit des choses très extravagantes aussi au Japon, hein, car vu qu'on sort pas du lot, bah certains vont pousser le truc encore plus loin, pour faire encore plus de vagues, en quelque sorte, que nous on ferait voilà, en France ou en Europe. Mais ça restera toujours dans le respect finalement, ça va surtout se traduire par un style très extravagant par exemple, un truc gothique Lolita, vous vous baladez en gothique Lolita, etc. dans la rue, bon bah en France on fera pas ça, très peu de gens vont faire ça. Ici on le fera, mais ça reste respectueux au final des autres. Vous gênez personne. C'est juste que vous vous mettez plus en valeur et que vous allez en faire plus des caisses pour que les autres, bah, pour sortir du lot, voilà, pour un peu se rebeller de ce côté groupe. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens sont calmes et les gens ne parlent pas fort. Et moi, c'est vrai que bah, je m'y fais aussi, hein. Là, par exemple, pour vous dire, juste avant ce podcast, j'étais dans un café. Il y avait un Américain qui était là. Et ce que je reproche souvent aux Américains, c'est leur voix qui porte. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui crient, mais ils ont une voix qui porte et qui font. Oh, je sais pas comment ils font, mais ils ne savent pas parler pas fort. Et là, j'avais un mec, il était au bout du café, vraiment au bout du café. Je n'entendais que lui pendant 2 heures. Je l'ai entendu parler. Il criait pas, hein, mais il avait une voix qui portait tellement, une voix grave qui porte, qui résonne. C'était insupportable. Et c'est vrai que bah, ça casse par rapport au calme habituel qu'on peut avoir au Japon avec les Japonais. Et là, je dois l'avouer que moi, en ce moment, je vis beaucoup le tourisme. Il y a un gros tourisme de masse. On voit que vous aviez envie du Japon, et je le comprends. Mais beaucoup de gens sont là. Et encore, il n'y a pas les touristes chinois, parce que normalement, le tourisme hors Chine, c'est quand même un petit bout du tourisme au Japon. Le vrai tourisme, c'est les Chinois et les Coréens, hein. Les Chinois sont pas encore là. Et ben heureusement, j'ai envie de dire, parce que là, c'est vraiment l'enfer. Il y a des cafés où je ne vais plus, parce qu'il n'y a plus que des étrangers, des touristes qui sont pas méchants, qui vivent leur vie de touriste et qui kiffent. Et je comprends totalement. Moi aussi, j'étais touriste et je kiffe. Mais quand on habite sur place, bah, par exemple, vous n'auriez pas envie d'habiter au Mont-Saint-Michel, je pense. Je pense que personne dans la vie se dit tiens je vais habiter au Mont-Saint-Michel, ça va être super sympa parce que bah, au Mont-Saint-Michel vous avez que des touristes et forcément vivre en touriste, vivre en local, c'est pas la même chose, c'est forcément plus bruyant, c'est pas la même ambiance. Et là bah, je vous dis moi il y a des cafés où je vais plus parce que bah, c'est insupportable, j'attends que ça se calme parce que là je peux pas y aller, il y a une queue devant le matin de ouf, il y a que des étrangers, il n'y a pas un seul japonais dans le café. Encore une fois, c'est pas grave, mais c'est vrai que bon, bah on a envie. Moi, si je vis au Japon, c'est pour vivre avec des Japonais. Donc c'est vrai que si je vois pas du tout de Japonais, ça me fait pas plaisir. Mais bon, encore une fois, c'est pas très grave. Puis c'est ma faute, hein. Si j'avais envie de vivre dans un coin un peu plus sans tourisme, bah faut pas vivre à Kyoto. Donc je me plains, mais en même temps, c'est normal, c'est comme ça et on fait avec. Et puis vous savez, hein, c'est une grande ville, on peut trouver des coins très tranquilles. Puis il y a d'autres cafés qui ouvrent où les touristes n'y sont pas encore, puis ça tourne. Je pense que Tokyo c'est encore plus simple. Kyoto peut-être un peu plus compliqué.
Mais on arrive quand même à trouver des coins où on est tranquille, où c'est plus calme, où il n'y a pas plein de gens, où il n'y a pas les gens avec leurs grosses valises, leurs gros sacs à dos qui parlent fort, etc. Où on est dans une ambiance plus tranquille. Il y en a encore, faut juste changer, faut s'adapter, mais c'est pas très grave. Un sujet qui revient souvent, parce que le touriste peut être confronté, c'est ils sont pas un peu racistes quand même les Japonais, moi je trouve, un petit peu quand même. Car oui, le touriste va parfois se faire refouler d'un restaurant vide en disant il n'y a plus de place ou on parle pas anglais, alors qu'il y a un menu anglais à l'entrée du resto. Il dit tu te foutrais pas un peu de ma gueule quand même là, Juichi. Mais voilà, je vais vous raconter une anecdote qui va pouvoir remettre un peu le contexte que j'ai vécu en plus il y a pas longtemps. Il y a un de mes restos préférés, habituellement, qui accepte les gaijins. La preuve, ils m'ont accepté. Et puis moi, en plus, quand j'y suis allé, à l'époque, j'y allais avec mon binôme, on était deux gaijins, on parlait pas très bien japonais, et puis ça posait aucun problème. Et là, depuis quelques temps, je les voyais souvent refouler des étrangers, alors qu'il y avait de la place. Je trouvais ça un peu étrange, parce que c'était pas des places réservées, puis dès que des Japonais arrivaient, on voyait qu'ils n'avaient pas réservé, puis eux c'était ok. Puis dès qu'il y avait des gaijins, des touristes, c'était ah non, on est désolé, il n'y a plus de place, on est complet. Et du coup, ma copine, elle les connaissait pas. Elle a commencé à se dire, mais ils sont racistes ou ça se passe comment? Et donc, je trouvais ça bizarre. Mais en fait, ils ont expliqué qu'ils prenaient pas d'étrangers en ce moment, car ils sont dans le rush. Il y a beaucoup de monde, comme je vous dis, il y a beaucoup de touristes, c'est pas que des touristes étrangers, mais il y a aussi beaucoup de Japonais qui viennent là en vacances, etc. Et du coup, pour eux, le touriste étranger, il faut lui expliquer. Ça prend souvent du temps avec la traduction, puis à expliquer le menu, à comprendre comment ça marche. Moi, c'est un kushikatsu, donc il faut expliquer qu'il ne faut pas tremper deux fois de suite sa brochette, parce que c'est une sauce que vous partagez, donc faut la tremper une fois, et c'est tout. Vous la trempez pas deux fois, parce que sinon, c'est pas très propre, voilà, parce que quelqu'un, vous avez croqué dedans, puis vous remettez votre salive dans la sauce, quelqu'un d'autre va passer derrière. En plus, en temps de Covid, c'est pas génial. Bref, ils ont expliqué qu'effectivement, c'est juste qu'ils parlent un peu anglais, mais pas trop, et que les touristes, ça prend toujours du temps. Parce qu'ils comprennent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'ils veulent tout traduire, parce que c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais du coup, voilà, eux, ils se disent, nous, on peut pas, parce que ça nous prend trop de temps, on n'arrive pas à gérer. Et je discutais avec un ami qui est guide, et qui m'expliquait aussi que ce qu'il voyait, c'est vrai que ça, j'avais pas remarqué, mais qu'il y a beaucoup de touristes qui vont dans des petits izakaya, puis qui prennent des trucs pour pas cher, qui vont prendre un petit truc, qui vont grignoter, puis qui vont rester 2h30, 3 heures, parce qu'ils sont bien, ils kiffent l'endroit. Puis vous savez, nous en France, on aime bien papoter, on aime bien prendre son temps, etc. Mais au Japon, dans ces petits trucs-là, on fait pas ça. Parce que les gens, ils ont pas qu'un shift, ils ont 2, 3, 4, 5, 6 shifts. Et du coup, il faut que ça tourne pour que ça soit rentable. Et donc, si vous restez 3 heures à une table où il y a 4 places, où il y a 6 places, et que vous prenez déjà 2 places, pour eux, c'est pas rentable d'avoir 2 personnes qui vont rester toute la soirée. Eux, normalement, ça bouge. Il va y avoir, je sais pas, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui vont tourner. Parce que les Japonais, souvent, ils mangent, puis ils ont fini, ils s'en vont. C'est-à-dire que c'est pas on parle pendant 25 minutes, non, c'est tac, tac, on mange, on boit. Bien sûr, on discute pendant qu'on mange, on boit, puis dès que c'est fini, tac, on s'en va. Et du coup, ce roulement est pas là. J'ai aussi vu, par exemple, dans les commentaires de mon restaurant que j'aime bien, beaucoup de gens gueuler pour dire ah, c'est scandaleux, c'est très très cher, en plus ils obligent à prendre une boisson, moi je voulais pas boire, et puis c'est obligé, c'est mal. Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est pas cher, les brochettes et tout sont pas chers, mais effectivement, ils se font de l'argent avec la boisson. C'est parce que si vous prenez une brochette à 100 yens et que vous restez pendant 2 heures, c'est pas rentable pour lui, clairement pas. Enfin, vous voyez, même si vous restez que 5 minutes, une brochette à 100 yens, ça va pas être rentable pour lui. Donc forcément, effectivement, c'est boisson obligatoire. Et ça, nous, on comprend pas, parce que pour nous, c'est inadmissible qu'on nous force à faire quelque chose, etc. Mais au Japon, c'est normal, c'est des choses qui se font. Et j'ai vu beaucoup de commentaires d'étrangers qui gueulaient, qui mettaient des mauvaises notes à ce restaurant, alors que honnêtement, ce restaurant, pour moi, c'est ma cantine. Ils sont super gentils, ils sont adorables, et on mange super bien, on mange pour pas cher. Là, j'y suis avec ma copine le week-end hier soir, et on a mangé j'en ai eu pour, je crois, un peu moins de 50 euros, peut-être 45 euros. J'ai bu 2 bières, ma copine a bu 2 boissons, on a mangé une trentaine de brochettes, plus des frites, plus je sais plus quoi. Enfin bref, à Paris, ce que j'ai mangé là, enfin le prix que j'ai payé là à Paris, ça serait pour un repas, et là on a mangé pour 2 et beaucoup pour 2, moi j'en pouvais plus après. Et quand je lis les gens derrière écrire, des étrangers, dire ah c'est très très cher, puis en plus on nous oblige, non, enfin franchement c'est pas vrai, mais oui c'est vrai on t'oblige, mais c'est normal. Et ça les gens comprennent pas, et je pense que pour ces restaurateurs là, c'est pas une question de racisme, c'est plus une question de se dire c'est pas rentable pour nous. On va avoir des mauvais commentaires, alors que notre boulot on le fait bien, puis que les Japonais eux, ils lisent les mêmes commentaires, enfin ils voient la même note, donc la note elle baisse alors que les Japonais et d'autres personnes pourraient aimer, notre note elle va baisser, ça nous prend du temps, faut tout expliquer, les gens restent et mangent pas beaucoup, et puis ils restent 3 heures, c'est pas rentable pour eux, donc c'est pour ça qu'ils vont vous dire ah non on parle pas anglais, ah non, non on prend pas de touristes.
C'est parce que c'est pas très rentable pour eux, tout simplement. Alors vous pouvez trouver ça scandaleux. Moi, je trouve ça plutôt normal. Voilà, c'est un choix. Après, il y a plein d'autres restos qui vont accepter les touristes. Il y a de quoi faire. C'est pas ce qui manque, les restos au Japon. Mais vous offusquez pas si un restaurant veut pas de vous. C'est pas forcément qu'il est raciste. Il y en a, hein, ça arrive. Mais les trois quarts du temps, je pense que c'est juste parce que c'est compliqué pour eux et que ça n'a pas d'intérêt d'avoir un touriste dans son établissement. Tout simplement, d'avoir un étranger dans son établissement. C'est plus d'emmerde qu'autre chose. C'est comme ça. Voilà. Moi, je le comprends. Mais bon. Mais bref, donc pas mal de restaurateurs voilà, vont pas accepter les étrangers parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, tout simplement. Euh, mais bon, en même temps, moi aussi je vois, il y a un truc qui m'a toujours un petit peu choqué. Par exemple en France, j'ai jamais vu des Japonais, alors peut-être que ça hésite, mais j'ai jamais vu des Japonais pinailler sur le menu. Dire, alors sur ma pizza tomate fromage, je voudrais pas de fromage, pas de tomate, mais ajouter des sardines et de l'ananas. Et t'as envie de te dire, c'est pas une fromage tomate que tu prends, c'est une ananas sardine, puis ça n'existe pas, tant pis, tu prends pas ça, puis tu prends autre chose. Moi, ça m'a toujours choqué en France de voir des gens tout le temps, souvent, hein, c'est vraiment tout le temps demander des trucs qui sont pas à la carte, ou faire un truc à la carte pour eux, en fait, finalement. Et toujours enlever, rajouter, etc. J'ai envie de dire, si le mec il a fait un menu, c'est qu'il y a une raison, hein. Bref, je peux comprendre que parfois on ait des allergies, etc. Mais faut comprendre que voilà, dans d'autres pays ça marche pas comme ça, et c'est une des raisons de pourquoi on vous accepte peut-être pas aussi, parce qu'on veut pas faire des trucs à la carte, parce que vous êtes relou, relou dans le sens par rapport à ici, et que ici ça se fait moins, voilà, ce genre de choses. Après voilà, c'est pas spécialement pour ça qu'on prend pas les gens, je vous dis, je pense que souvent c'est pour essayer de comprendre, expliquer que c'est compliqué, puis qu'ils perdent énormément de temps, et que du coup voilà, c'est pas très rentable. Et puis les mauvaises critiques aussi, parce que les gens vont mettre des mauvaises critiques parce qu'ils ont pas compris comment ça marchait dans le pays et qu'ils comparent avec ce qu'ils ont chez eux, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et après, je vous dis pas, hein, il y a du nationalisme, hein, au Japon, hein, c'est très présent, hein. C'est une île, ils ont pas de frontières avec personne. Ne comparez pas la France avec le Japon, par exemple. Après, le racisme pur et dur, ça sera vraiment plus orienté envers les Coréens, les Chinois, je pense, que les gens venus de l'Ouest, les Français, les Américains, etc. Et puis vous le vivrez pas de la même façon, de toute façon. Moi par exemple, je le ressens pas du tout, mais je pense que vous allez plus ressentir si vous travaillez dans une entreprise japonaise ou si vous avez un enfant half, donc mi-japonais, mi-vous, quoi. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, par exemple, on va vous convoquer pour demander si votre fille elle s'est teint les cheveux. Bah oui, parce que oui, au Japon, tout le monde doit avoir les cheveux noirs à l'école. Donc si votre fille est blonde, vraiment blonde, il faudra un certificat du coiffeur pour certifier que c'est pas une teinture. Bah oui, certains vont voir ça comme du racisme. Moi, je vois ça comme une tradition, idée un peu con. Effectivement, c'est peut-être bête, mais bon, ça marche comme ça. Qu'est-ce que vous voulez c'est pas la fin du monde non plus d'aller chez le coiffeur pour demander un truc. Encore une fois, on s'adapte aux différences de pays. À Rome, fait qu'on les Romains, c'est un peu bête, mais on n'est pas là pour changer, on est des invités. Enfin, moi, encore une fois, hein, je considère que je suis pas chez moi. Donc, je vais pas dire oui, c'est nul parce que ça m'arrange pas, parce que c'est bête, alors changeons les trucs. Bah non, c'est comme ça. Voilà. Et à ce propos, justement, j'ai été choqué parce que j'ai rencontré des touristes dernièrement qui avaient, avant moi, rencontré une fille qui fait la même chose que moi à Tokyo et un mec à Osaka qui fait aussi la même chose que moi. Donc ils les ont vus avant moi, sauf que voilà, quand ils m'en ont parlé parce qu'ils m'ont dit ah, on a vu un tel, on a vu un tel, on est un peu surpris parce que t'as pas le même discours. Parce qu'ils leur ont dépeint une image du Japon vraiment noire, mais vraiment noire. Vous le savez, hein, pourtant je suis le premier à dire qu'il faut pas idéaliser le Japon, qu'il y a plein de mauvais côtés, etc. Mais bon, quand on vient en vacances, on a peut-être envie d'entendre autre chose que la condition des femmes au travail ou le racisme à l'école. Les touristes, ils m'ont dit qu'ils avaient rencontré le premier jour, à leur arrivée au Japon, c'est leur premier jour, une fille sur Tokyo, et qu'elle avait fait une image du Japon vraiment, mais super négative, et que ça avait vraiment un peu cassé l'ambiance de leur voyage. Mais vraiment, quoi, ils étaient là en mode, ah ouais, du coup, on voit pas les gens de la même façon, enfin, c'était un peu genre, ouais, au début, ça a été un peu dur de se mettre dans l'ambiance, quoi. Je trouve ça un peu dommage que mes collègues, en quelque sorte, hein, soient en mode, je vis mal le Japon. Alors, je peux le comprendre, hein. Moi aussi, il y a des trucs qui m'agacent, mais je pense qu'il faut quand même être mesuré quand on dépeint le Japon et pas juste rejeter ses frustrations à la tête des touristes qui sont là à la base juste pour kiffer, hein. Je peux comprendre, hein, qu'on ait des frustrations, etc. et autres, mais les gens sont là en vacances. Puis les frustrations, encore une fois, il faut les accepter. C'est pas cool, mais c'est le Japon, on est des invités, on va pas changer. On peut pas vivre au Japon, enfin pour moi c'est mon idée, après ça reste que mon point de vue. Mais pour moi je peux pas avoir les avantages du Japon sans les inconvénients. Je peux pas dire, ah ouais, tout ce que j'aime au Japon, la paisibilité, que les gens soient gentils, que le groupe, machin et tout, etc. Je veux garder ça. Mais par contre, j'aimerais que me mettre en avant, j'aimerais pouvoir vivre ma vie, j'aimerais que ne pas avoir la pression du groupe, j'aimerais que ma fille blonde, on lui fasse pas des remarques parce qu'elle est blonde. Mais je pense pas que ce soit possible d'allier les deux, malheureusement. Donc, c'est un choix. Soit on se dit, ok, c'est chiant, on peut avoir le droit de râler dans sa barbe, mais sans aller râler auprès de tout le monde et dire, il faut que ça change. Ou soit on part, puis on va vivre ailleurs. Sûrement il y a un autre endroit qui nous convient mieux.
J'ai déjà rencontré des gens qui étaient vraiment très, très tendus sur le Japon, des gens qui habitent au Japon, puis on voit qu'ils aiment pas, parce que qu'il y a plein de choses qu'ils kiffent, qui kiffent les bons côtés, mais qu'il y a les mauvais côtés, ils les supportent pas, vraiment ils les supportent pas. Et moi j'ai envie de te dire, si vraiment ça commence à te pourrir la vie, par ailleurs, reste pas là, tu vas pas changer les Japonais, tu vas pas changer le Japon, c'est pas ton boulot. Si il y a des trucs que t'aimes mais que c'est pas parfait, essaye de trouver peut-être un autre endroit qui te convient. Moi par exemple, la France c'était pas parfait pour moi, j'aimais pas trop le comportement des gens, je vais pas changer les gens. C'est pas moi qui suis dans le bon droit et puis les autres, vous êtes tous des cons et puis vous faites n'importe quoi. Non, c'est le groupe qui décide. Le groupe a décidé qu'on était une société plus individualiste. Bon, voilà, moi ça m'intéresse moins. Du coup, j'ai trouvé un autre endroit qui me correspondait mieux. Mais après, encore une fois, j'accepte. Il y a plein de trucs que j'aime pas ici, que je trouve con, que je trouve pas pratique, mais c'est comme ça. Voilà, je fais avec. Puis le jour où je serai pas content, le jour où ça me plaira plus, j'essaierai de partir ailleurs. Alors, vous allez me dire oui, mais c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Souvent, les gens qui sont expatriés sont quand même des gens qui ont de l'argent. Il faut quand même l'avouer. C'est rarement des galériens qui sont là au Japon et voilà. Donc ces gens-là peuvent souvent partir quand même assez facilement, retrouver une vie ailleurs et faire autre chose ailleurs. C'est pour ça que voilà. C'est juste que parfois on aime plus râler, puis on n'aime pas forcément trouver les bonnes solutions. Alors, on aimerait avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et en parlant de kiff, on me demande aussi souvent si c'est facile de devenir ami avec des Japonais. Et à cette question, je réponds, ça dépend. Voilà, ça dépend des villes, ça dépend des situations, ça dépend de votre niveau de japonais, des rencontres que vous allez faire, etc. Mais c'est sûr que dans l'ensemble, c'est quand même difficile d'avoir une relation franche, comme nous on peut l'avoir, avec un japonais. Ça fonctionne pas comme chez nous, habituellement, quoi. Puis pareil, vous aurez du mal à inviter par exemple à la maison ou à vous faire une soirée pizza-bière, à parler politique avec votre pote Juichi et votre copine Megumi. Ça veut pas dire que ça arrive pas, hein. Prenez par exemple quelqu'un, moi que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle passe des trucs très intelligents souvent, Jude à Hiroshima. Je vous invite à la suivre sur son blog et ses réseaux sociaux, qui elle a une vraie bande de potes avec que des Japonais et qui dit souvent qu'elle voit pas la différence avec ses potes en France. Mais je pense que ça dépend de plein de critères et que ça sera forcément plus difficile d'avoir ce genre de relation ici. Mais encore une fois, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre niveau de japonais, de plein de choses, qui fait que, puis des rencontres que vous allez faire, qui fait que, oui, c'est possible d'avoir ses potes comme en France, avec salut ma couille, et puis raconter de la merde, discuter, parler fort, vous pourrez. Puis vous aurez peut-être d'autres qui vont être plus compliqués. Moi par exemple, j'ai pas énormément d'amis japonais parce que je parle pas japonais. Donc déjà, ça me limite beaucoup. Après, il y a la question des cartes de transport. Celle-là, elle revient souvent, c'est est-ce que les cartes de transport, ça marche partout, vraiment ? En gros, oui. Ça aussi, c'est une question technique souvent posée, mais oui, je conseille toujours de prendre une carte de transport, la Suica, la Passmo, ce que vous voulez. De toute façon, c'est toutes les mêmes, c'est juste qu'elles ont des noms différentes. Parfois, des touristes me rétorquent oui, mais moi j'ai le JR Pass. En passage, le JR Pass va prendre super cher en octobre, pour ceux qui n'auraient pas vu la news. Certaines passes vont doubler au niveau du prix. On pourra en reparler dans un épisode, car j'ai vu pas mal d'arguments un peu débiles de gens pas contents, parce que oui, ça coûte plus cher, donc les gens qui voulaient partir sont « Ah, c'est une honte, c'est honteux !» Mais bon, je comprends qu'on soit pas content, parce que ça nique le budget, mais de là à sortir des trucs idiots, on n'est peut-être pas obligé. Mais bon, on en reparlera un autre jour. Mais pour en revenir à la carte de transport même, voilà, une carte de transport tout simple, même en ayant un JR Pass, ça vaut le coup de le prendre. Déjà, ça vous fait un moyen de paiement simple, si vous ne voulez pas utiliser du cash ou votre carte de crédit. Parce qu'il suffit de la recharger, puis vous pouvez payer à peu près partout. Pas partout, parce que vous savez, c'est le Japon, toujours compliqué. Parfois, l'IC card, ça marche, donc on appelle ça les IC cards. Parfois, ça marche pas. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis allé au Daimaru, qui est un grand magasin, au sous-sol pour acheter des courses de bouffe. Personne n'acceptait mon IC card, alors que dans tous les cafés, on l'accepte. Bon, voilà, c'est toujours les joies du Japon, vous devez jongler entre plusieurs choses. Mais voilà, c'est surtout pratique que parfois, vous n'allez peut-être pas vouloir prendre un train JR, parce que, ok, vous avez votre JR Pass pour toutes vos vacances, mais parfois c'est pas rentable de le prendre pour toutes les vacances, ça va être rentable de le prendre pour certains trajets, et puis si vous restez dans le Kansai par exemple pendant 3 semaines, franchement le JR Pass c'est pas forcément hyper rentable, peut-être que ce sera plus rentable d'avoir juste sa carte de transport, il faut faire des petits calculs, ça je vous en ai déjà parlé, parce que ça coûte, ça coûte pas très cher, puis même vous pouvez en faire une et l'utiliser quand vous en avez besoin, je crois que c'est 500 yens, alors ça a tout augmenté, mais moi à l'époque il fallait mettre 500 yens dessus, que vous pouvez récupérer en plus en partant. Je vous conseille de la garder pour le prochain voyage ou de vous faire ça vous fait un souvenir. Mais je vois pas d'excuse de pas en avoir une en fait. C'est une des choses les plus pratiques du Japon. J'avais fait un épisode dessus, je vais pas revenir en détail. Mais pour moi, c'est vraiment un must-have. Et puis ça fait un beau souvenir. Voilà, encore une fois, dans le portefeuille, il y en a certaines qui sont très très mignonnes. Et encore une fois, moi je le dis souvent aux touristes, mais quand vous êtes sur Kyoto, oui, il y a le JR Pass, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez être très loin de la Kyoto Station, parce que Kyoto c'est quand même emmerdant en plus, les trains et les trains, c'est pas forcément... Il y a beaucoup de trains, c'est très pratique, mais pour se balader à l'intérieur de Kyoto, pas forcément toujours simple. Et peut-être que vous allez avoir votre pass, votre JR Pass, mais pour l'utiliser, il faudra aller à la gare de Kyoto,
Puis la gare de Kyoto, peut-être que vous allez être à l'autre bout de Kyoto, alors que là, il y a une ligne qui s'appelle la Keihan, qui fait nord-sud, qui peut vous amener à Fushimi-Inari. Plutôt de prendre un bus, de devoir changer je sais pas combien de bus, de mettre je sais pas combien de temps pour aller à la Kyoto Station, peut-être de prendre le train qui est juste à côté, de prendre la Keihan, de payer 2 euros. Oui, vous allez payer 2 euros, mais ça sera plus pratique, puis vous aurez votre carte. Voilà. Parce que la carte aussi, il faut savoir, au Japon, normalement, on paye son trajet, c'est-à-dire que le trajet, il faut le calculer. Si vous allez d'un point A à un point C, il faut calculer combien ça va coûter du point A au point C en faisant, voilà, en regardant dans ces 230, 400, 500, 600 yens. Alors qu'avec une carte, vous bipez votre carte et puis voilà, vous avez juste à mettre de l'argent dessus avant, vous bipez votre carte et puis ça prélève, vous n'avez pas besoin de calculer en disant attends combien je dois mettre là, c'est un truc. Puis surtout que les portiques c'est chiant, hein. Il y a des gens qui attendent donc vous n'allez pas chercher votre porte-monnaie, donc avec la carte, ça facilite la vie. Et puis bon, je vous en avais parlé, mais je le redis, je crois, dans un autre podcast, j'avais des touristes qui m'avaient demandé aussi, ça c'était la plus rigolote, pourquoi les japonaises ne leur sautaient pas au cou pour se faire prendre en photo. Bon, ça, il faut arrêter, hein, ça n'existe pas. Je sais qu'il y a plein de conneries sur les Instagram et les YouTube, qu'on vous raconte des trucs. J'en ai vu un là, il n'y a pas très très longtemps, je l'ai vu passer plein de fois, où c'est un mec qui est au Japon, je crois que c'est le Japon noir et blanc ou quelque chose comme ça. Il va dans un coin en disant ouais regardez c'est la banlieue qui craint au Japon et puis en fait il est au milieu d'HLM. Des HLM au Japon je vous en trouve 6500, c'est pas des banlieues, c'est pas des banlieues qui craignent, c'est pas voilà, il a juste fait un environnement qui ressemblait à la France pour dire regardez c'est la banlieue au Japon. Alors pas du tout. Puis il racontait des tonnes de conneries dans cette vidéo, c'était fou. J'ai échangé avec quelqu'un qui avait partagé cette vidéo pour lui faire comprendre que tout ce qu'il racontait là c'était quand même très bête, mais la personne n'avait pas l'air d'avoir être intéressée pour écouter ça, donc je suis pas allé plus loin. Je pense qu'elle avait envie de croire à toutes ces histoires, comme tous les Instagrammeurs et autres qui racontent beaucoup de bêtises. Il y en a qui font des choses très bien, mais il y en a d'autres qui sont là vraiment juste pour raconter des conneries, sans se renseigner, hein. J'ai vraiment parfois entendu des trucs où j'étais what the fuck, vraiment comment on peut sortir des choses aussi grandes. Et ils sont relayés, je les vois 15 fois passer, 46 fois, parce que les mecs voilà, font beaucoup de contenu et qui sont connus. Mais c'est triste, ouais, c'est triste. Donc essayez, je vous dis toujours, essayez de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Puis faites, essayez d'écouter plusieurs sources, etc. Puis d'aller voir des sources peut-être parfois qui sont peut-être un peu plus sérieuses, un peu moins tape à l'œil, un peu plus sérieuses. Comme moi, il ne faut pas écouter tout ce que je dis moi, hein. Il y a des bêtises sûrement dans ce que je raconte, hein. Mais voilà, moi je vais vous dire que je vais dire des bêtises, ou je vous mets entre guillemets en disant que c'est mon avis. Mais voilà, essayez de prendre un peu de recul quand vous avez des news. Je tiens vraiment à le préciser parce que là, avec le retour des touristes qui sont vraiment très excités pour revenir au Japon, je vois énormément passer de trucs sur les réseaux sociaux qui sont vraiment totalement aberrant, stupide, et les gens y croient, et puis les gens continuent de pousser le truc. Les fameuses maisons à 0 € que tout le monde peut acheter, bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que si vous êtes renseigné un peu, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas acheter une maison à 0 € en habitant nulle part, puis en arrivant au Japon en disant je vais prendre une maison, puis ils vont me donner un visa. Non, ça marche pas comme ça les gars, le Japon n'a pas une politique d'immigration où ils font venir tout le monde, voilà. Sinon, vous vous doutez bien qu'il y aurait des tonnes de Philippins, des tonnes de gens qui viendraient habiter au Japon, prendre des maisons à 0 €, puis qui seraient très contents de vivre, même dans des maisons insalubres. Mais ça marche pas comme ça, voilà, il faut se renseigner un minimum. Même si effectivement le gouvernement japonais donne des aides pour essayer de faire en sorte que ces maisons soient rachetées, parce qu'ils ont plein de vieilles maisons un peu toutes pourries, et donc il y a des aides qui existent, mais c'est pas n'importe qui peut les avoir. Voilà, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas vous étrangers qui n'avez pas de visa qui pouvez le récupérer. Voilà, ça marche pas comme ça. Et il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer. Regardez, j'en ai vu une il y a pas très longtemps pour vous dire, c'était un mec qui était c'était un Airbnb. Hein. J'ai reconnu la maison, c'était un Airbnb. Le mec c'est un Anglais. Puis il lui dit combien tu payes ton loyer à Tokyo? Le mec il fait mais je paye rien, je suis propriétaire. Et donc il lui fait visiter une vieille maison qu'il a retapée, tout, etc. Il va dire ouais c'est ma maison. Ça se voit que c'est un Airbnb. Il y a que des meubles Airbnb, il n'y a pas d'affaires. Le mec vit dans, ou alors c'est peut-être Marie Kondo, il est peut-être marié à Marie Kondo et du coup il y a zéro affaire chez lui, tu vois. Et c'est tellement du bullshit et les gens y croient. Les gens croient vraiment que ce mec a pu acheter une maison à 0 €, il a pas de visa et que c'était cool en plein Tokyo et qu'il a retapé avec ses économies et que voilà maintenant il a une vie de rêve. Je comprends pas comment on arrive encore à croire ces choses-là, qu'on connaissait pas au départ, mais bon. Bref, faites attention. Essayez de pas repartager aussi ces choses-là, parce que il y a des gens, même si vous savez que c'est faux, il y a des gens qui vont vraiment y croire, et puis après, c'est plein d'imaginaires, plein d'images qui viennent du Japon, qui sont fausses. C'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage, surtout pour des gens qui sont peut-être fans, et puis peut-être qu'ils y croient vraiment que c'est leur rêve, et puis bon, un jour ils vont se rendre compte que c'est pas si simple finalement d'immigrer au Japon, et qu'on donne pas des visas à tout le monde, et qu'on peut pas acheter des maisons à 0 €, sinon j'aurais déjà un château au Japon. Vous vous en doutez bien, en plein milieu de Kyoto, bien sûr. Parce que des vieilles maisons à Kyoto qui sont démolies et qu'on pourrait sûrement racheter pour pas cher, doit y en avoir, hein. Mais ça se passe pas comme ça, quoi. C'est pas aussi simple. Bref, voilà pour cette première V1 des questions touristes. Si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai une V2, parce que j'en ai d'autres, des questions très basiques, hein, mais qui est normal, hein, qu'on se pose tous. Moi, j'étais le premier à ces questions-là, j'étais le premier à me questionner quand je suis venu en vacances et que j'ai découvert le Japon. Donc si ça vous intéresse, je peux faire d'autres épisodes là-dessus.
Vous me le dites, et puis voilà, je continuerai ou j'arrêterai sur ce sujet. Mais sur ce, ça fait 1 heure, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là. Prochain épisode, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'aime me balader dans des coins où il n'y a rien au Japon. Parce que c'est vrai qu'au Japon, souvent, et ce qui est normal, hein, en tant que touriste, on va aller voir les wow effects, et je le comprends totalement, j'ai fait la même chose, mais je pousse souvent à essayer de se dire, si vous avez un peu de temps, allez voir des endroits moins connus, parce qu'il y a plein d'avantages qui sont peut-être moins wow, mais il y a une ambiance au Japon qu'on n'a pas ailleurs, et qu'on se retrouve vachement dans les coins un peu perdus. Faut avoir le temps, c'est vrai que quand on vient 2 semaines, c'est compliqué de caser ça, mais si vous venez un petit peu plus longtemps, ou si vous revenez, essayez de caser un petit peu ces petites balades, mais je vais vous expliquer dans un autre podcast pourquoi je kiffe ces petites balades où parfois on va à des endroits où il n'y a rien du tout, mais que c'est vraiment super plaisant. Mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, parce que maintenant c'est plus toutes les semaines, c'est vrai, à dans 2 semaines pour le podcast. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, またね。頑張るのが辛かったって一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張れたれついて好きじゃなかったんだけど一番そう本当はそういう思いだそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余した体また求めてるコンフォ不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かないキラリキラめく夜